Mesdames et messieurs, bonjour. La France va mal, le pouvoir d'achat est en berne, les gens n'ont plus de sous pour payer leurs factures. Ça vous étonne? Moi non plus. Alors, le pouvoir d'achat, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça correspond à la quantité de biens et de services qu'un revenu permet d'acheter. Waouh! La grosse révélation. Le pouvoir d'achat dépend du niveau de revenu et du niveau des prix. Ouais. L'évolution du pouvoir d'achat correspond à la différence entre l'évolution des revenus des ménages et l'évolution des prix. Si la hausse des revenus est supérieure à celle des prix, le pouvoir d'achat augmente. Dans le cas contraire, il diminue. Ça me paraît assez simple. Et bon, alors après, les statistiques de l'INSEE font le calcul avec des unités de consommation, où on considère que voilà, un adulte c'est une unité de consommation, deux adultes qui vivent en couple c'est une unité et demie, parce qu'ils partagent certains frais comme le coût du loyer et la bouffe, c'est pas exactement, ça coûte pas exactement 2 fois plus cher, hein, puisqu'il y a certains frais qui sont amortis par le fait d'être deux, et ensuite on a un ado c'est 0,5 et un enfant c'est 0,3 unité de consommation, et à partir de ça on fait des jolis graphiques qui nous expliquent que tout va bien alors que tout va pas si bien, hein, parce que si on regarde les statistiques sur le site de l'INSEE, le pouvoir d'achat par unité de consommation, bon, il se portait très bien en 1960, il a diminué petit à petit. Alors, en fait, c'est l'augmentation ou la baisse du pouvoir d'achat, hein. Ce n'est pas le pouvoir d'achat en lui-même. Ce qui fait que là, vous voyez, en 1960, eh bien, on avait une augmentation du pouvoir d'achat de 7,7%. On a eu des périodes où on a eu des baisses, voilà, par exemple ici en 80, on a eu moins 0,5%. Moins 1% en 84, et puis là on était à moins 1,8% en 2013, et puis on a des années où soi-disant bon, on a une hausse de 2%, mais qui ne compense pas les baisses passées, ce qui veut dire que globalement, bon, le pouvoir d'achat, on le sait, il a quand même largement baissé au cours des 20 dernières années. L'INSEE fait ses petits calculs, sa petite tambouille, de temps en temps il rajoute des choses, ils en enlèvent d'autres en fonction de ce qui les arrange pour obtenir notamment le fameux indice qui n'a rien à voir avec le pouvoir d'achat, mais l'indice d'inflation, qui est très politique puisque de cet indice-là dépend tout un tas de choses. Et c'est comme ça qu'on arrive, vous voyez là on a un taux d'inflation à 4,9% en 2023, alors que bon, suivant si vous faites des travaux chez vous, si vous faites les courses tous les jours, eh bien on n'est pas sur du 4,9%, hein, on serait plutôt sur du 20 ou 30%, mais bon, c'est une moyenne qui ne tient pas compte de tout un tas de paramètres. Par exemple, le fait qu'on considère si vous êtes locataire et que si vous êtes propriétaire et que vous remboursez votre crédit, eh bien vous êtes considéré comme un épargnant, puisqu'on considère que la part du crédit que vous remboursez, bien c'est de l'épargne, ce n'est pas une dépense, et donc du coup, bien le pourcentage qui est pris en compte au titre de votre dépense logement dans vos revenus est assez dérisoire comparé à un locataire. Donc il y a tout un tas de choses dans les méthodes de calcul de l'INSEE où on se fout un petit peu de la gueule du monde. Bref, voilà. Ici, les prix du coup de l'électricité, ce qui était la base de cette vidéo à la base. Les prix d'électricité, les ménages en situation d'impayés de plus en plus nombreux depuis 2023. Donc voilà, la perte du pouvoir d'achat, la hausse des prix, les gens n'arrivent plus à suivre, ils n'arrivent plus à payer leurs factures. Donc le nombre de ménages incapables de payer leurs factures d'électricité a fortement grimpé en 2023 en lien avec la hausse des tarifs de l'énergie, avec l'inflation en général qui a fragilisé des personnes pour qui jusqu'ici tout allait bien. Oui, parce que ça c'est une question que je me suis toujours posée. Ça fait des lustres qu'on voit en France des documentaires, des reportages sur des gens qui galèrent à finir les fins de mois, que la vie est difficile pour les classes moyennes. Il y a des tas de documentaires ou reportages, je sais jamais comment on dit, qu'on pouvait trouver il y a 10 ou 15 ans sur ces domaines-là, et je me demande toujours les gens qui avaient du mal à joindre les deux bouts il y a 10 ou 15 ans, quand il n'y avait pas d'inflation, qu'on avait des taux ultra avantageux et tout.
qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui, quoi. Parce qu'on a l'impression d'avoir toujours le même type de reportage sur le même type de personnes, mais les personnes qui étaient déjà en difficulté il y a 10 ans, mais elles doivent être tous sous les ponts, c'est pas possible. Je sais pas comment elles ont fait, ou alors elles sont tous surendettées avec 150 crédits, et puis elles ont déposé un dossier de surendettement à la Banque de France, on sait pas. Donc bref, ce 1er février 2024, les tarifs de l'électricité ont encore augmenté. Sur la facture en fin de mois, la hausse devrait être comprise entre 8,7 et 9,8% pour la très grande majorité des ménages. Voilà, puisque j'avais trouvé un article, mais je sais plus, qui avait réparti l'inflation, parce qu'on nous avait dit que ça augmentait de 10%, et en fait, ça augmente un petit peu moins si vous êtes au forfait de base, vous n'avez pas d'heures pleines, heures creuses. Si vous avez des heures pleines, heures creuses, c'est un pourcentage d'augmentation un peu plus haut. Et ensuite, je crois que il y a un autre type de contrat où vous avez un pourcentage encore plus haut. Donc en fait, ça dépend du type de contrat que vous avez, mais grosso modo, on est entre 8 et 10%. Donc en additionnant les hausses, voilà, de février 2022, de février et août 2023, l'augmentation des prix avoisine les 43% en 2 ans. Donc voilà, si vous êtes propriétaire, vous avez évidemment isolé tout ce qui pouvait être isolé chez vous, ou alors vous n'avez pas d'argent, et dans ce cas-là, c'est la double peine. Mais si on isole, on arrive quand même à baisser pas mal ses factures, mais bon. Après, il y a des travaux utiles et pas utiles. Enfin, il y a des travaux de confort et des travaux qu'on arrive à rentabiliser. Typiquement, ce que j'ai fait chez moi, si on isole ses murs par l'extérieur, on refait son isolation extérieure, on refait l'isolation de ses combles. Bon, c'est pas exorbitant comme tarif par rapport au fait que l'électricité a beaucoup augmenté et à la réduction de facture qu'on a à la clé. Donc, ça peut s'envisager de manière économiquement rationnelle, on va dire ça. Enfin, on rentre dans ses frais, quoi. Qu'après, il y a d'autres dépenses qu'on nous demande de faire, on rentabilisera jamais, quoi. Quand on a des fenêtres qui sont déjà en double vitrage, mais qu'on nous dit que oui, mais en mettant tel type de gaz avec des fenêtres un peu plus épaisses ou en passant du double au triple vitrage, mais le surcoût est tellement énorme, on rattrapera jamais ça sur sa facture. Enfin bref. La faute à la fin du bouclier tarifaire, oui d'accord, à quel prix? Avant 2023, en 2023, avant cette nouvelle hausse, le nombre de ménages en situation d'impayé avait déjà augmenté du coup. Les départements ont dû mettre la main à la poche. Alors ça je savais pas, donc du coup il y a des départements qui financent, enfin il y a des aides pour tout en France, mais ils financent directement les ménages pour leur aider à payer leurs factures d'électricité, quoi. Donc pour soutenir 568 000 € d'aide pour soutenir des consommateurs incapables de régler leurs factures l'année dernière, soit une hausse de 17% par rapport à 2022. Cette situation ne se limite pas aux chers. Le Loir-et-Cher constate également une hausse du montant des aides. Donc voilà, bon, ils ont dépensé plus d'argent, augmentation de 20% pour aider les gens à payer leurs factures. Donc voilà, les départements ils versent quand même 320 000, 271 000. Ouais, donc il y a quand même une part importante du budget qui est consacrée à aider les ménages à payer leurs factures. Beaucoup étaient déjà fragilisés et se sont retrouvés à ne pas payer leur électricité s'ils voulaient payer leur loyer. Mais tout va bien. Alors, sur la question des impayés d'électricité, le blablabla d'Indre-et-Loire accueille en très grande majorité des personnes vivant à HLM, mais aussi une bonne partie des locataires du parc privé. Pour leur venir en aide, l'association approche les bailleurs afin de négocier des échéanciers des décalages de paiement de loyer pour permettre aux familles de payer leur électricité et de ne pas se retrouver avec une puissance minimale de courant pendant l'hiver. Car si la coupure est interdite pendant la trêve hivernale, les fournisseurs ont la possibilité de réduire la quantité d'électricité envoyée chaque jour à un ménage en situation d'impayé. Oui, alors ça c'est quand même c'est aussi radical parce qu'en fait comme on a besoin de se chauffer et qu'il y a énormément de gens qui se chauffent à l'électrique, si on vous baisse votre puissance, vous pouvez plus utiliser votre chauffage et en hiver vous avez froid, vous avez plus d'eau chaude. Vous avez grosso modo avec la puissance minimale, vous pouvez faire tourner votre frigo, recharger votre téléphone et puis allumer votre lumière, quoi, mais guère plus. Donc j'ai fait le test l'année dernière, puisque je payais ma facture, mais EDF s'est pris les pieds dans le tapis, j'ai déménagé, j'avais un compteur communicant soi-disant, ils n'ont pas pu me le remettre en route.
Il a fallu attendre qu'un technicien se déplace et du coup j'étais à la puissance minimale pendant plusieurs semaines quand il faisait moins 13 dehors. C'est pas très c'est pas très enfin c'est très efficace pour le coup si on a besoin de vous motiver à payer votre facture, mais bon. Là c'était pas le cas. Donc voilà, alors après, bon, ils font des plans d'étalement des échéanciers, mais ça fait que reporter les problèmes, hein, puisque bon, si les gens sont déjà en difficulté aujourd'hui, ils seront que plus en difficulté demain, il y a assez peu de chances que ça se règle comme ça, hein, sur la masse en tout cas. Alors, des solutions précaires, l'association tient des réunions d'information, on les entend quotidiennement, mais tout de même, décaler sa lessive en période creuse, éteindre l'électricité quand on quitte une pièce, débrancher ses appareils en veille qui consomment plus qu'on ne croit, autant de pratiques sans faire d'efforts particuliers qui peuvent faire économiser 80 € par an. Ouais, mais bon, c'est assez ridicule quand on voit l'explosion des tarifs d'électricité. Si on veut juste avoir chaud, ça coûte tellement par rapport à ça que bon... Oui, pour les ménages qui sont à 1 € près, ça peut faire une petite différence, mais en fait, ils pourront quand même pas se chauffer, parce que ceux qui sont déjà à 1 € près ou à 80 € par an, ils peuvent pas mettre les presque que ce que je vois autour de moi, je vois des gens en maison qui mettent des 400-500 € par mois, donc lissés sur l'année de tarifs d'électricité pour chauffer leur baraque, c'est pas possible. C'est pas possible. En plus aujourd'hui on a des ampoules LED partout, on a des équipements électroménagers qui sont tous A++ parce que ils ont dissuadé tout le monde de vendre autre chose, donc je veux dire, les économies, on en fait déjà pas mal à ce niveau-là, quoi. Donc voilà, bref, ils ne peuvent plus payer leur électricité. En dehors de ça, on a les prix du gaz. Alors, je vérifie juste... oui, en termes de timing. Voilà, donc les prix du gaz, nouvelle hausse des tarifs dès juillet prochain. On est content, la facture du gaz des Français va subir une nouvelle hausse en juillet, liée cette fois à une augmentation des tarifs des réseaux de distribution. De toute façon, c'est soit la distribution, soit les matières premières, soit les taxes qui augmentent, et puis ils se relayent tous, donc en gros ça augmente tout le temps, quoi. Puisque sur l'électricité, ils augmentent pas le tarif réglementé, mais ils augmentent les taxes qu'ils avaient baissé avant, mais bon, maintenant ils essayent de récupérer leur mise comme ils peuvent. Et puis là sur le gaz, c'est le tarif du réseau de distribution. Et puis plus tard, ce sera le tarif de la matière première, quoi. Donc, nouvelle hausse. En moyenne, pour un consommateur qui chauffe au gaz, la facture grimpera de 5,5%, soit 7,3 € par mois. Pour un client qui n'utilise que le gaz pour l'eau chaude ou la cuisson, l'augmentation sera de 10%, soit 2,20 € supplémentaires mensuels. Alors pourquoi c'est plus important pour un gars qui se chauffe à l'eau chaude uniquement, qui utilise juste son gaz pour l'eau chaude et la cuisson, que pour un gars qui se chauffe au gaz? Je suis pas doué en maths, hein. Faut croire. Je pensais l'être, mais non. Alors, le prix du chauffage au gaz a augmenté de 70% depuis 2 ans. Bon, c'est pas mieux que l'électricité. Il est tout à fait probable que cette hausse ne soit pas perçue par les Français parce que le prix de la molécule risque de baisser encore plus que cette augmentation de 5%. Oui, d'accord. Donc dans le même temps, on nous dit que l'augmentation du pouvoir d'achat sera de 1% en 2024. On est très content, hein. Alors, je dirais pas pouvoir d'achat, hein, puisqu'on a vu tout à l'heure que le pouvoir d'achat, c'est la différence entre l'évolution des revenus et l'évolution des prix. Et là, ça veut dire qu'on a 1% en plus dans notre poche à la fin du mois. Et ça m'a pas trop l'air d'être le cas actuellement. C'est que les 1%, on les donne à l'assurance qui augmente, aux factures d'énergie qui augmentent, ou à l'essence qui augmente, quoi. Mais bon. Un ressenti différent selon les ménages et les régions. En fonction du revenu des ménages, l'inflation a été plus marquée dans les zones rurales que les villes en tant que telles. La crise a plus touché les ménages modestes que les foyers aisés, plus les retraités que les chômeurs, plus les retraités et chômeurs que les actifs.
Cela explique que la hausse du pouvoir d'achat qui ressort des chiffres et des statistiques n'a pas été interprétée de la même manière par tous les Français. Hausse du pouvoir d'achat, il y aura bien cette année, si l'on en croit les statistiques, mais dans leur panier de consommation, les Français attendent de voir avant d'y croire. Eh ben, on verra que il n'y aura pas grand-chose au final. Hein. Dans le même temps, on nous pose la question, est-ce que les marges des stations-service sont trop importantes? Donc les marges des stations-service qui étaient aux alentours de 6 centimes d'euros par litre de carburant jusqu'en 2022 ont explosé pour atteindre 24 centimes en 2024. Et oui, mais elles ont besoin de faire plus de marge pour payer leurs frais de fonctionnement qui sont plus importants, non? Les prix de carburant restent élevés, les marges en hausse. Ce chiffre comprend le pétrole, les taxes et les marges de la raffinerie, et enfin 26 centimes qui reviennent à la station-service. Ces marges étaient stables jusqu'en 2022, elles ont explosé en 2023, passant de 6 à 24 centimes par litre. L'industrie pétrolière rattrape des marges perdues en 2022. Ouais, d'accord. Bon, bah, bref, ça ne s'arrange pas plus. Mais 24 centimes d'euros de marge, je sais pas, j'avais vu un reportage sur des petites stations indépendantes qui essayaient de s'aligner sur les stations du Carrefour, du Leclerc et compagnie, qui faisaient gaffe à leur marge et ils étaient à quelques centimes, hein, ils étaient plutôt autour de 5-6 centimes par litre, ils étaient pas à 24, hein, donc je sais pas de qui ils parlent là. Ils ont fait une moyenne, c'est pareil. Est-ce qu'on parle des stations-service sur les autoroutes qui prennent en otage les gens avec une grosse marge parce qu'on peut pas faire autrement, on sait pas. Pouvoir d'achat, le leasing social pour l'électrique qui est victime de son succès. Alors oui, ça c'était la grosse blague quand même. Ils avaient présenté le truc comme tout le monde pourra un tarif préférentiel. Tous les gens qui n'ont pas beaucoup de revenus pourront un tarif préférentiel, avoir une véhicule électrique à 100 € par mois en leasing et en fait ils se sont pas rendu compte qu'il y avait tellement de pauvres en France que tout le monde s'est rué dessus. Et du coup, ils ont fait une offre comme les fournisseurs de cartes SIM, les fournisseurs d'accès Internet. Pour les 100 000 premiers, voilà, les 100 000 premiers ont été servis, et puis les autres, ils devront attendre. Ils n'avaient prévu une enveloppe de financement voilà, que pour 20 000 véhicules, les gars. Ils ont fait une annonce comme ça, 68 millions de personnes en France, et ils ont prévu que pour 20 000 véhicules, et il y a 91 000 dossiers déposés depuis janvier. Oui, bah écoute, les autres ils vont attendre un petit moment, je pense. Alors, le leasing social permet aux ménages modestes de louer un véhicule électrique pour moins de 100 € par mois, une aubaine pour des jeunes au budget serré. Alors pendant que les très jeunes fils à papa ils roulent dans des voitures sans permis de type Citroën Ami là, qu'on commence à voir un petit peu partout. On en voit putain sur les routes, ça roule à 50 à l'heure, ça fait chier tout le monde. Les gars, ils ont pas de permis, ils ont 14 ans, mais ils ont le droit de rouler dans des véhicules comme ça. Enfin bref, c'est pas le sujet. Pendant ce temps-là, les ménages modestes, donc, qui veulent acheter une voiture pour 100 € par mois en leasing, et ils peuvent pas parce qu'ils sont sur liste d'attente, et pour en bénéficier, un conducteur doit avoir au moins un revenu fiscal de référence inférieur ou égal à 15 400 €. Ça doit représenter le premier quart, ça... un quart de la population en gros, puisque le salaire médian il doit être aux alentours de 24 000, ça doit être 24-25 000 de revenu fiscal de référence. Donc ouais, on va dire un quart je pense. Et faire plus de 15 km de trajet domicile-travail ou rouler plus de 8000 km par an. Donc ça concerne quand même un sacré paquet de personnes. Hein. Ça veut dire que tous les gars qui bénéficient des aides sociales, qui sont au chômage à temps partiel, machin et tout, ils rentrent dedans. Donc ça fait bien plus que 20 000 personnes. Donc je comprends pas pourquoi on propose ça en n'ayant que 20 000 places assurées. C'est un peu bizarre. Trop de demandes. Déjà 112 personnes éligibles ont fait leur demande chez un concessionnaire. Avant les livraisons, on est obligé d'avancer toutes les sommes et on ne sait pas à quel moment on sera remboursé. S'inquiète le chef des ventes. Oui, bref, voilà, ils sont dépassés. Le dispositif coûte jusqu'à 13 000 € de bonus par véhicule, ce qui représenterait 400 millions d'euros de dépassement de budget. C'est pas grave, les gars, on va faire un peu de dette et puis tout va être réglé. Mais oui, l'État va faire un étalement sur
300 ans, 3000 ans. Un crédit sur 3000 ans. Voilà, après c'est de la crise de l'immobilier, bon ça ce sera plus tard. Le hard discount, tout ça c'est pour plus tard. Voilà, merci à tous et à la prochaine.